Fukushima, Tchernobyl. Ces deux accidents nucléaires ont entraîné des rejets radioactifs mauvais pour la santé. À Fukushima, le bilan des victimes de la radioactivité est estimé entre 1 et 1000 morts. À Tchernobyl, entre 4000 et 60 000 morts. Alors, est-ce que le nucléaire est dangereux? Eh bien, oui. Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'énergie nucléaire a aussi fait autre chose. Elle a sauvé des vies. Des centaines de milliers de vies. En fait, le nucléaire, c'est surtout une histoire d'équilibre entre danger, risque et bénéfice. Bon, pour y voir plus clair, voyons déjà d'où vient le danger. Dans une centrale nucléaire, il y a un réacteur. Et à l'intérieur, de l'uranium. Les atomes de cet uranium font deux choses. 1. Ils se désintègrent naturellement en relâchant un rayonnement. 2. Une partie d'entre eux se casse en deux en relâchant encore plus de rayonnement, mais aussi de l'énergie. C'est ce qui permet de faire de l'électricité. Le problème, c'est que tous ces rayonnements sont très mauvais pour la santé. Ils peuvent tuer un humain en quelques secondes. C'est précisément pour ça qu'on enferme le réacteur dans une enceinte en acier ou en béton de près d'1 mètre d'épaisseur. À l'extérieur de cette barrière, pas de danger. Le problème, c'est quand ça casse. Tchernobyl, avril 1986. L'explosion du réacteur tue 2 personnes et entraîne l'émission de rayonnements. Ils irradient les personnes à proximité, dont 29 pompiers qui meurent dans les jours qui suivent. Dans le même temps, une grande quantité de particules radioactives s'envolent dans la nature. Si elles atteignent des êtres vivants, elles peuvent les contaminer et favoriser l'apparition de cancers. Alors, combien de personnes sont mortes à long terme à cause des radiations et des contaminations? Eh bien, les estimations varient entre 4000 et 60 000 morts. Cette grande incertitude s'explique pour 3 raisons. D'abord, les autorités de l'URSS ont peu communiqué sur l'analyse des retombées radioactives. Deuxième raison, il n'y a pas eu une explosion du nombre de maladies après la catastrophe. Et donc, parmi toutes celles qu'on observe, il est difficile de détecter lesquelles ont été provoquées par la contamination. Dernière difficulté, les maladies peuvent mettre du temps à se déclencher. Il faudra donc attendre des décennies avant que toutes les personnes contaminées meurent effectivement. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le bilan pourrait monter jusqu'à 4000 morts. Une estimation fondée sur le travail de plusieurs agences des Nations Unies, dont notamment l'UNSCEAR, une sorte de GIEC constitué de spécialistes des rayonnements. « 25 ans plus tard, à Fukushima. À la suite du séisme, du tsunami et de l'accident nucléaire, l'évacuation de la zone fait 2200 morts d'après les autorités japonaises. Les radiations, elles, ont tué 1 personne d'un cancer du poumon en 2018. Aujourd'hui, on évoque entre 1 et 1000 morts sur le long terme. Voilà donc ce qu'on sait du bilan des catastrophes nucléaires. Bon, maintenant, comparons ça aux autres sources d'énergie, car elles aussi peuvent tuer. Pour y voir plus clair, voyons le nombre de morts pour 100 TWh produits. 100 TWh, en gros, c'est la consommation d'énergie de la France en 2 semaines. Voilà ce que ça donne pour le solaire et l'éolien. 2 morts et 4 morts, à chaque fois pour 100 TWh produits. Elles sont principalement dues à des accidents lors de la construction ou de la maintenance. Pour l'énergie hydroélectrique, on compte 2 morts. C'est essentiellement à cause de ruptures de barrages qui peuvent tuer quelques dizaines, quelques centaines, voire à une occasion en Chine, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Voilà pour les énergies renouvelables.
Maintenant, passons aux fossiles. Pour le gaz, c'est 282 morts, toujours pour 100 TWh. Le pétrole, 1843. Le charbon, 2462. Et le lignite, un charbon de moins bonne qualité, 3272. L'essentiel de ces morts découle de la pollution rejetée par les énergies fossiles. Il s'agit de gaz nocifs et de particules fines qui provoquent des maladies respiratoires et cardiovasculaires. Chaque année, il est estimé que cette pollution tue 3,6 millions de personnes. À cela s'ajoutent les accidents lors de l'extraction du gaz, du charbon ou du pétrole. Le lignite tue donc 12 fois plus que le gaz, qui lui-même tue 140 fois plus que le solaire. Et le nucléaire dans tout ça? Il est là. 7 morts pour 100 TWh. Le chiffre prend en compte les accidents de toutes les étapes du cycle de production, le bilan de l'OMS de 4000 morts à Tchernobyl et les victimes de Fukushima. En s'appuyant sur ces différences de mortalité, une étude a estimé qu'en remplaçant les énergies fossiles, le nucléaire a permis d'éviter une grande quantité de pollution atmosphérique qui aurait dû tuer près de 2 millions de personnes entre 1976 et 2009. Ce qu'on voit donc, c'est que malgré les dangers intrinsèques du nucléaire, ces dégâts restent modérés comparés aux autres sources énergétiques. Et ça repose sur une autre notion, le risque. Le risque définit la probabilité que des problèmes se produisent. Dans le cas du nucléaire, la maîtrise de ce risque nécessite des moyens. Il faut surveiller les centrales, maîtriser les anomalies, entretenir et rénover les installations et prévoir des dispositifs en cas d'accident. Jusqu'à aujourd'hui, ce risque est plutôt maîtrisé. La question est de savoir s'il le sera toujours dans l'avenir. Ça dépendra d'un côté des paramètres maîtrisables, comme l'entretien du savoir-faire technique, les moyens investis et le maintien de la vigilance, et de l'autre, des incertitudes comme les catastrophes naturelles, les défaillances techniques, l'évolution des activités humaines, etc. On retrouve cette problématique du risque sur un autre volet de la question nucléaire, la gestion des déchets radioactifs. Ils comprennent de nombreuses choses. Les outils et vêtements utilisés dans les centrales, les gravats issus du démantèlement de ces centrales, ou encore des restes de l'uranium utilisés dans les réacteurs. Aujourd'hui, en France, 91% de ces déchets sont faiblement ou moyennement radioactifs et le resteront pendant quelques années ou quelques siècles. On peut les stocker en surface jusqu'à ce qu'ils ne soient plus dangereux. 6% sont faiblement radioactifs, mais le resteront pendant longtemps, des dizaines voire des centaines de milliers d'années. On envisage de les enterrer à plusieurs dizaines de mètres. Les 3% restants sont très radioactifs et le resteront encore pendant des centaines de milliers d'années. L'idée est de les enfouir en profondeur à 500 mètres sous terre. Dans tous les cas, la question du risque se pose. Des risques humains, mais aussi des risques naturels. D'autant que, dans le cas des déchets très radioactifs, le risque s'étend sur des centaines de milliers d'années. C'est d'ailleurs pour ça que les projets d'enfouissement à long terme, comme Cigéo en France, font un important travail d'anticipation. Après le danger et les risques, il reste la question du bénéfice. Et il y en a un qui est central, la lutte contre le réchauffement climatique. Pour le comprendre, reprenons notre comparaison avec les autres sources d'énergie. D'un côté, le nombre de morts, et de l'autre, les émissions de gaz à effet de serre pour 100 TWh d'électricité produite. Les énergies fossiles sont fortement émettrices. Plusieurs dizaines de millions de tonnes chacune. Pour les renouvelables, c'est beaucoup moins, entre quelques centaines et quelques millions de tonnes. Et pour le nucléaire, 300 000 tonnes pour 100 TWh. C'est 270 fois moins que le charbon, par exemple. Or, les gaz à effet de serre provoquent le réchauffement climatique. Et selon les analyses du GIEC, il met en danger de mort de très nombreuses personnes. Les sources d'énergie peu émettrices sont donc nécessaires pour le limiter, y compris le nucléaire.
Bon, que ce soit avec les centrales ou les déchets, le nucléaire représente un certain niveau de danger, certes. Le risque, lui, dépend de nombreux facteurs, mais certains sont maîtrisables. En parallèle, enfin, il faut prendre en compte le bénéfice important dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est en prenant en compte ces 3 paramètres qu'on peut évaluer correctement l'énergie nucléaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est la question de savoir si l'existence des centrales nucléaires peut favoriser la prolifération de l'arme nucléaire. Alors c'est un débat qui va au-delà du fonctionnement des centrales, ça soulève plein de problématiques géopolitiques, de sécurité et techniques qui ne sont pas les mêmes. On abordera peut-être la question dans une prochaine vidéo. En attendant, si ça vous intéresse, je vous mets plein de liens en description vers d'autres vidéos qu'on a fait qui traitent de l'arme atomique.